On dit que certaines âmes sont vendues au diable. Ce soir-là, à Saint-Aubrin-sur-Loire, c'est une fille qu'on vendait vivante, respirante, mais déjà brisée. La foule s'était rassemblée sur la place du village, entre les lampes à huile qui oscillaient dans le vent d'avril. L'air sentait le foin humide, le cuir et la soupe de fête. C'était le début du printemps, cette saison où la terre reprend son souffle et où les hommes recommencent à espérer. Mais pas elle. Élise Morel, 23 ans, les cheveux châtains cachés sous un bonnet pâli, attendait au bord du pavé, les mains jointes comme pour une prière qu'on aurait oubliée. Son père, Henri Morel, marchand de chevaux ruinés, s'éclaircit la voix et la poussa doucement en avant. Il avait ce regard d'homme qui sait qu'il va commettre l'irréparable mais qui le fait quand même. Mesdames, messieurs, voilà une femme de valeur. Elle sait tenir une maison, coudre, cuisiner, mais Dieu ne lui a pas donné d'enfant. Les mots tombèrent comme des pierres dans le silence. Quelques rires gênés, un murmure, un crachat. On avait déjà vu vendre des vaches, des outils, mais une fille stérile, c'était une première. Élise sentit ses joues brûler. Chaque mot de son père lui entaillait le cœur. Elle pensa à la maison de son ancien mari, à la porte qui s'était refermée le jour où une autre femme, plus jeune, avait pris sa place dans le lit conjugal. Tout ce qu'elle n'avait pas pu donner, la vie, devenait ce soir son prix. Sur la table grossière dressée au centre de la place, Henri posa une petite bourse de cuir. Le cliquetis des pièces attira les curieux. La moitié du prix d'une vache, lança-t-il d'une voix cassée. Une femme utile, fidèle et silencieuse. Qui veut bien d'elle ce soir? C'est alors qu'il apparut. Un homme grand, les épaules larges, la barbe sombre et les yeux clairs. On l'appelait Géraud Collin, le veuf du hameau des Roches. Sa femme et son fils étaient morts d'une fièvre 3 ans plus tôt, et depuis, il vivait seul sur ses terres, taiseux, presque sauvage. Il s'avança lentement, posa sur la table un sac de toile usée. Le tintement des pièces fit taire la place entière. Puis, d'une voix grave, il dit « Je n'ai pas besoin d'enfant. J'ai besoin de quelqu'un qui reste. » Ces mots, Élise les sentit traverser son corps comme une flèche. Pas d'amour, pas de promesse. Juste une phrase nue, honnête. Peut-être la seule qu'on lui ait dite sans mensonge depuis des années. Le père hocha la tête. Le marché était conclu. Élise leva les yeux vers Géraud, il ne la regardait pas avec désir ni pitié, seulement avec ce calme étrange des hommes qui ont trop souffert pour encore juger. Quand la foule se dispersa, Géraud remonta sur sa charrette. Le vent portait encore les rires, les sifflets, les murmures, le veuf achète une femme morte à l'intérieur. Élise inspira. Elle avait honte, peur, mais aussi, étrangement, un mince fil d'espoir. Elle grimpa dans la charrette sans qu'il ait besoin de lui tendre la main. La route vers les roches s'étirait entre des champs encore gris de l'hiver. La lune blanche glissait sur la Loire, les chevaux soufflaient. Géraud ne parla pas. Il tenait les rênes d'une main ferme, le visage fermé. Par moments, elle le regardait en silence, pas un sauveur, pas un bourreau, simplement un homme debout dans le vent. Quand ils arrivèrent au domaine, le jour déclinait. La ferme se découpait sur la colline, haute et austère. Les volets battaient doucement. Une lumière vacillante filtrait de la cuisine. Devant la porte, une femme âgée les attendait, le châle serré autour des épaules. « Qui est-ce, Géraud » demanda-t-elle d'une voix dure. « Élise » répondit-il simplement. « Elle vivra ici, à partir d'aujourd'hui. » La vieille haussa les sourcils. « Vivre? Et pourquoi faire? »« Pour aider. » Pas un mot de plus. La vieille tourna le dos et rentra. Élise sentit le froid du seuil, plus coupant encore que la bise. À l'intérieur, tout était propre, mais vide. Pas une photo, pas une trace d'enfant, juste du silence. Géraud la conduisit jusqu'à une petite chambre au fond du couloir. « Les draps sont propres, dit-il. » Puis, après une hésitation, il ajouta en posant sur la table un manteau de laine brodé de fleurs décolorées, « C'était à ma femme. Elle te tiendra chaud. » Élise caressa le tissu. Le parfum ancien de lavande et de cendre s'en échappa. Elle leva les yeux, Géraud était déjà parti, la porte entr'ouverte derrière lui. Dehors, le vent faisait grincer la balançoire vide. Elle s'assit sur le lit. Son cœur battait encore au rythme des mots qu'il avait prononcés. « Je n'ai pas besoin d'enfant. J'ai besoin de quelqu'un qui reste. » Dans cette phrase, elle crut entendre la promesse d'un commencement. Ou peut-être l'avertissement d'un piège. Et dans le silence du soir, une seule pensée la hanta, rester, mais à quel prix? On raconte qu'un silence peut peser plus lourd qu'un secret. Celui de la maison Collin, à l'aube de mai, pesait comme une prière qu'on n'ose plus murmurer. C'était à ma femme,
dit Géraud en déposant doucement le manteau sur le lit. Je me suis dit que tu pourrais en avoir besoin. Élise caressa les coutures du bout des doigts, la laine était tiède, comme si une chaleur ancienne y dormait encore. Merci, souffla-t-elle. Il resta un instant dans l'embrasure de la porte, les yeux tournés vers le couloir. Tu n'es pas là pour remplacer qui que ce soit, ajouta-t-il. Et je ne te le demanderai jamais. Puis il s'éloigna, sans bruit. Cette nuit-là, Élise demeura assise sur le bord du lit. Elle ne pleura pas, ne défit pas sa valise, elle écouta seulement le vent qui heurtait les vitres, le craquement du plancher, et le battement régulier de son cœur. Sous le lit, elle découvrit une brique enveloppée d'un linge encore tiède. Quelqu'un avait pensé à la réchauffer. Ce petit geste, anonyme, fit plus que 1000 paroles. Les jours passèrent, sans éclat ni cérémonie. Élise travaillait la tête baissée. Elle balayait, recousait, nourrissait les poules. Personne ne riait dans cette maison, mais personne non plus ne l'empêchait de vivre. Au petit déjeuner, Géraud parlait peu. Sa mère la surveillait avec la méfiance d'un renard devant une clôture neuve. Un matin, la vieille prit enfin la parole. « Tu souris rarement, on dirait. » Élise leva les yeux du poil. « On ne m'a pas amené ici pour sourire. »« Non, » répondit l'autre sèchement. « On t'a amené parce que personne n'en voulait plus. Pas après ton échec à être une épouse. » Les mains d'Élise se figèrent sur la poêle. Aucun mot ne vint, toutes les phrases qu'on lui avait jetées autrefois s'étaient usées à force d'être répétées. Elle servit le repas en silence, puis quitta la pièce. L'après-midi, le soleil déclinait derrière les collines. Au fond du jardin, une balançoire pendait à un vieux pommier, les cordes râpées par les saisons. Élise s'y assit, les doigts serrés sur la planche, le regard perdu dans la lumière. Géraud la rejoignit, un seau de grains à la main. « Les poules auront besoin de toi demain, » dit-il. « Je dois partir sur les terres. » Elle acquiesça. Il hésita, puis ajouta, « Ma mère. Elle veut bien faire, à sa manière. Mais pour elle, tout tourne autour du sang. Elle pense que je ne suis qu'un homme de passage. » Élise baissa la voix, « Et vous ?» Il la regarda longuement. « Moi, non. » Puis il s'éloigna, le pas lourd, laissant derrière lui une promesse muette. Cette nuit-là, Élise resta près de la fenêtre, enveloppée du manteau de laine, les pieds posés sur la brique chaude. Dehors, la lanterne de la grange oscillait dans le vent. Le silence de la maison, elle commençait à le comprendre, n'était pas vide, il attendait quelque chose, peut-être un mot, peut-être un souffle. Elle sentait qu'elle approchait de ce moment où le cœur s'ouvre sans prévenir. L'été s'installa. Les champs devinrent dorés, le parfum du foin montait dans l'air épais. Les journées s'étiraient, lentes et brûlantes. C'est alors qu'Élise commença à rassembler les enfants du voisinage, ceux des métayers, ceux qu'on oubliait, ceux qu'on disait de personne. Elle leur apprit à lire dans le grenier de la grange, parmi la poussière et les selles anciennes. Pas de bancs, pas de tableaux, seulement des caisses de bois et des coussins de toile. Mais les enfants venaient chaque matin, fidèles comme le soleil. Géraud ne dit rien. Pourtant, Élise remarqua bientôt des traces de roues nouvelles sur le chemin, contournant la ferme jusqu'aux lisières. 2 frères pieds nus apparurent un jour, timides et sales. Personne ne demanda qui les avait envoyés. Elle leur fit tracer les lettres dans la cendre, leur lut des histoires de chevaux sauvages et de mers lointaines. Sa voix, d'abord hésitante, prit de la force. Peu à peu, le rire des enfants revint hanter l'air du domaine, discret, fragile, mais assez fort pour rappeler au vent qu'il existait encore de la vie ici. Un après-midi, en préparant du pain pour les petits, Élise laissa le feu trop haut. La fumée envahit la cuisine, les flammes léchèrent le moule. Elle se précipita pour éteindre le brasier, les miches sortirent noires, inutilisables. Le soir, elle posa le plateau carbonisé devant la porte. En rentrant de l'écurie, Géraud s'arrêta. Elle s'attendait à un reproche. Il observa les biscuits calcinés, puis dit doucement, « Un pain brûlé vaut mieux qu'un cœur éteint. » Et il repartit. Ces mots simples la réchauffèrent plus que le feu qu'elle venait d'éteindre. La mère, elle, ne désarma pas. Un soir, trouvant Élise à genoux devant l'évier, les manches trempées, elle lâcha, cette maison résonnait jadis du rire d'un enfant. Maintenant, elle n'abrite que des étrangers. Élise ne répondit pas. Elle se contenta d'essuyer ses mains et sortit dans la nuit. Elle gravit la colline derrière la ferme, le vent y soufflait plus libre. Sous la lune, elle sentit le poids de sa solitude, non comme une punition, mais comme une vérité. Peut-être n'appartiendrait-elle jamais à ce lieu. Des pas approchèrent. Géraud. Il ne parla pas, se plaça simplement à côté d'elle. Après un long silence, il sortit de sa poche un petit peigne d'ivoire aux dents usées.
C'était celui de ma femme, murmura-t-il. Elle venait ici chaque soir pour se coiffer avant de dormir. Il le lui tendit. Je ne t'ai jamais demandé de devenir elle. Personne ici ne te le demande. Sois seulement toi. Élise serra le peigne contre sa poitrine. Le vent souleva son châle. Pour la première fois depuis des semaines, elle ne pensa plus à fuir. Mais en novembre, le vent tourna. Froid, tranchant, il descendit des monts avec les premières rumeurs, le veuf Colin a pris chez lui une femme qui ne lui donnera jamais d'héritier. Les mots volèrent de bouche en bouche, comme des étincelles prêtes à rallumer l'incendie du jugement. Et quelque part, derrière les volets clos, quelqu'un écoutait. On dit qu'une réputation voyage plus vite qu'un incendie. Et quand le vent tourne, il ne reste plus qu'à tenir debout dans la fumée. À Saint-Aubrin, les langues s'étaient déliées. L'ancienne femme d'un autre, tu sais, celle qu'on a renvoyée comme une jument stérile. Elle cache quelque chose, c'est sûr. Trop silencieuse. Et cette école dans la grange, tu l'as vue? Elle y entasse les enfants des autres parce qu'elle ne peut pas faire les siens. Les mots couraient de bouche en bouche, distillant leur poison. Au début, Élise tenta de ne pas entendre. Elle garda la tête basse, les mains occupées à fendre le bois, à nourrir les poules, à guider les doigts des enfants sur les lettres tracées dans la poussière. Mais peu à peu, les petits pas cessèrent de venir. Le matin, plus aucun sabot ne claquait sur le chemin. Le banc devant la porte resta vide, et le vieux grenier, jadis rempli de rires et de syllabes maladroites, s'endormit dans un silence retombé comme la cendre d'un feu éteint. Ce n'étaient pas les enfants qui avaient cessé de venir, mais leurs parents, prisonniers de leur orgueil et de leur peur. Une femme sans enfant, disait-il, ne devait pas enseigner la vie. Géraud remarqua le changement. Il ne posa pas de questions, mais chaque matin il la voyait, droite sur le perron, le panier à la main, regardant la route vide avant de rentrer, comme si de rien n'était. Mais tout avait changé. Un après-midi glacial, Élise rentrait du bourg, les bras chargés de sel et d'un rouleau d'étoffe. Elle prit le sentier du moulin, plus court, mais isolé. Elle n'était pas seule. Un homme l'attendait près du pont, une bouteille à la main, le regard trouble et la barbe sale. « Tiens donc, voilà la rejetée, ricana-t-il. Le veuf t'a ramassé comme un chien errant, c'est ça? Tu chauffes son lit ou juste ses étables ?» Élise s'arrêta net. Son cœur battait à ses tempes, mais elle ne recula pas. « Ne dis rien, gronda-t-il en s'avançant. Je voulais juste voir la femme qu'aucun homme n'a gardée. » Avant qu'il n'avance davantage, un bruit de sabots résonna sur le chemin détrempé. Géraud surgit, silencieux comme l'ombre. Il descendit de cheval, sans un mot. Son regard glacial suffit à faire reculer l'homme ivre. Il se posta près d'Élise, effleura sa main pour vérifier qu'elle n'était pas blessée, puis tendit les rênes. « Monte !» Elle obéit sans discuter. Il se hissa derrière elle, la chaleur de sa poitrine contre son dos, la pluie battant sur leur manteau. Aucun mot ne fut échangé jusqu'à ce que la maison apparaisse dans la brume. Alors, d'une voix calme, il dit, « Les gens parlent de ce qu'ils ne comprennent pas. C'est leur manière d'avoir moins peur. » Élise baissa les yeux. « Mais toi, ajouta-t-il, tu comprends ce que j'ai besoin d'avoir ici. Et c'est plus que tout ce qu'ils sauront jamais. » Elle tourna légèrement la tête. Dans ses yeux, elle ne lut ni consolation ni promesse, mais une confiance nue. Et cela suffit. Cette nuit-là, la grange demeura vide d'enfants, mais pas d'espoir. Élise y alluma une lampe, s'assit sur une botte de foin et ouvrit le vieux registre où elle inscrivait jadis leurs prénoms. Elle passa ses doigts sur les pages, puis ferma le livre, non par renoncement, mais par défi silencieux. Elle enseignerait encore un jour à quelqu'un, mais ce soir, elle se contenterait d'être là, présente, vue non pour ce qu'elle manquait, mais pour ce qu'elle donnait. Puis vint la pluie. Une pluie sans fin, lourde, obstinée. Le vent soufflait bas, et les nuages traînaient sur la vallée comme des bêtes fatiguées. Le sol se gorgea d'eau, les champs devinrent beaux. L'air avait ce goût de fer et de terre qu'on respire avant l'épreuve. Élise trouva refuge dans l'ancien appentis derrière la grange, un abri pour outils et tonneaux oubliés. Elle balaya le sol, répara le toit, évalua l'espace du regard. Ici, les enfants auraient chaud, pensa-t-elle. En déplaçant des caisses gondolées, elle tomba sur un coffre de bois sombre, taché par les ans. Le loquet de cuivre était rouillé, la clé perdue depuis longtemps. Elle força doucement les charnières, le couvercle céda avec un soupir. L'odeur du cèdre et du thym s'en échappa. À l'intérieur, parmi des draps jaunis et des papiers fragiles, reposait un grand livre relié de cuir. Sur la couverture, un nom gravé à la main, Colin. C'était le registre de la famille, celui qu'on transmet de père en fils, non pas un trésor d'or,
mais de mémoire, naissance, mariage, décès, rire et douleur. Élise tourna les pages, lisant les noms effacés par le temps, frères, tantes, enfants morts trop tôt, tous couchés dans cette encre brune. Puis, presque à la fin, elle trouva celui de Géraud. À côté, le nom de son épouse, Martha Collin, mariée en 1879. Un fils, Thomas, né et mort le même hiver. Et sous la ligne, une note en attente d'un second enfant, barré une fois, puis encore, rageusement. Comme si l'on avait voulu effacer jusqu'à l'idée même d'espérance. Élise resta longtemps immobile, le livre ouvert sur ses genoux. La pluie cognait sur le toit de tôle. Elle effleura la page, prit la plume posée là et hésita. Un mot. Son nom. Un simple signe pour dire « J'existe ici ». Mais sa main trembla. Elle referma doucement le livre. Pas encore. Le soir, la pluie redoubla. Géraud rentra tard, trempé jusqu'aux os. Dans la nuit, la fièvre le prit. Sa respiration devint courte, ses lèvres pâlirent. Élise veilla. Elle changea l'eau, posa des linges frais sur son front. Elle ne pria pas. Elle resta. Avant l'aube, elle posa le registre sur la table près du lit, ouvert à la dernière page blanche. La plume à côté. Elle ne signa pas. Elle attendit. Quand Géraud rouvrit les yeux, le soleil naissait derrière la fenêtre. Il aperçut le livre, le toucha du bout des doigts, puis lut les mots barrés, les noms effacés. Un sourire, presque imperceptible, traversa son visage fatigué. Il prit la plume et d'une main lente, écrivit une seule phrase. « Élise, non pas de mon sang, mais choisis tout de même. » Et dans le silence qui suivit, même la pluie sembla s'arrêter. Le soir où la tempête s'éteignit, le ciel prit cette teinte rose que seul l'apaisement sait offrir. L'air sentait la terre lavée et le bois mouillé. Quand Élise entra dans la cuisine, essuyant ses mains sur son tablier, elle s'arrêta net. Sur la table, devant sa place, reposait une assiette de porcelaine fine, une de celles de la mère de Géraud, qu'on ne sortait jamais. Il y versa du thé sans un mot, lui fit signe de s'asseoir. Ils ne parlèrent pas du registre, ni de la fièvre, ni de la phrase qu'il y avait tracée. Mais cette assiette, fragile et précieuse, disait tout, elle n'était pas une remplaçante, ni une pitié. Elle était choisie. Et dans cette maison où les mots coûtaient cher, c'était la plus forte des promesses. Le lendemain, la journée s'annonça paisible. Le soleil glissa lentement sur les collines, la rosée perla sur les rambardes du porche. Puis vint un bruit inhabituel, le galop d'un cheval, suivi du grincement d'une roue. Un cavalier s'arrêta devant la grange, portant la sacoche officielle de la mairie. Le courrier arrivait rarement, et souvent pour des avis sans importance. Mais cette fois, quelque chose changea dans le regard de Géraud. Il lut la lettre en silence, le visage fermé. Puis il plia soigneusement le papier, le rangea dans sa veste, et retourna au travail. Plus tard, en pliant du linge, Élise remarqua la lettre posée sur la table. La curiosité prit le dessus. Elle la lut. Son cœur se serra. Vérification de propriété, confirmer les noms des propriétaires légaux. Si mariés, indiquer le nom du conjoint. La ligne blanche au bas du papier sembla plus lourde qu'un aveu. Géraud ne lui avait jamais demandé sa main. Il n'avait parlé ni de bague, ni de serment, ni de mairie. Et elle ne l'avait jamais exigé. Leur vie s'était simplement tissée, jour après jour, entre les gestes partagés et les silences apprivoisés. Mais ce papier la ramenait au monde extérieur, celui qui exigeait des signatures pour croire à l'amour. Le soir venu, ils se retrouvèrent à table. La lettre reposait entre eux. « Je n'ai pas besoin d'un nom sur un papier pour savoir que cette terre est la nôtre, » dit-il doucement. « Mais si tu veux y voir le tien, écris-le. Pas besoin de prêtre, ni de mairie. » Élise fixa la ligne vide. Le cachet officiel, l'espace où son nom pourrait se poser, non plus comme invité, mais comme égal. Sa main trembla. Puis, au lieu de signer sous épouse, elle écrivit dans la marge « Élise », par choix, non par sang. Elle repoussa le papier vers lui. Il ne répondit pas. Mais le lendemain, la lettre avait disparu. L'après-midi, en préparant la soupe, elle remarqua quelque chose de nouveau au mur. Entre le vieux calendrier et la fenêtre pendait un petit cadre en bois. À l'intérieur, une copie de la lettre, soigneusement pressée. Son écriture à elle, l'encre à peine estompée. Ce n'était ni un certificat, ni un contrat, mais une vérité suspendue à hauteur du regard. Géraud entra, les bras chargés de bois. Il la vit regarder le cadre. Certains accrochent une photo de mariage, dit-il avec un sourire presque timide. Nous, on accrochera ce qui nous a donné le choix. Elle sourit à son tour.
Pas un grand sourire, mais un vrai. Pas de voile, pas d'église, mais une certitude, il s'était choisi. Et parfois, ce choix-là valait toutes les cloches du monde. Le soleil de fin d'après-midi allongeait des ombres dorées sur la cour quand un bruit de roues sur le gravier rompit la quiétude. Une voiture noire approchait, brillante, trop soignée pour les chemins de Saint-Aubrin. Les sabots claquèrent, les rayons du couchant se reflétèrent sur le métal. Élise, assise sur le perron, écausait des pois dans un bol d'étain. Elle leva la tête. Le bol glissa presque de ses genoux. L'homme qui descendit de la voiture portait un manteau taillé dans un tissu de ville, sans une tache de poussière. Ses bottes luisaient, sa cravate était droite. Mais son visage, lui, portait les rides de la fatigue et du regret. Il s'arrêta au bas des marches. « Élise » dit-il d'une voix hésitante, presque tremblante. Elle resta figée. Les pois roulèrent dans l'herbe sans qu'elle les voie. « J'ai appris que tu vivais ici », continua-t-il. Il monta une marche, sortit de sa poche une petite bourse de velours. « J'ai apporté ceci, un souvenir, un geste de paix. » Elle ne bougea pas. Son regard resta fixé sur la bourse, puis remonta vers ses yeux. « Tu arrives trop tard, » dit-elle simplement. Il parut déstabilisé. « J'étais dans l'erreur, Élise. Sur toi, surtout. Ma femme, elle est morte au printemps. Et le médecin m'a dit que je n'aurais jamais d'enfant. J'ai compris, tu sais, que le sang ne fait pas une famille. C'est le cœur qui l'a fait. » Il chercha dans ses yeux une lueur, pitié, pardon, peut-être un reste d'amour. « Reviens, » murmura-t-il. « Reviens avec moi. On peut recommencer. Tout est encore possible. » Dans l'encadrement de la porte, Géraud se tenait, immobile, la main posée sur le chambranle. Il ne dit rien, ne fit pas un geste. Ses yeux calmes observaient la scène comme on regarde un orage qu'on sait devoir traverser sans fuir. Élise inspira profondément. Le vent jouait dans les rideaux derrière elle. « Il fut un temps, » dit-elle d'une voix posée, « où j'aurais attendu qu'un homme me dise ces mots-là. » L'autre s'approcha d'un pas. « Alors dis oui, Élise. Dis-le, et on rentre. » Elle le regarda longuement, puis répondit, « Les mots que j'attendais viennent trop tard. » Le silence qui suivit fut presque doux. Le visiteur baissa les yeux, remit la bourse dans sa poche, et s'éloigna sans un mot. Géraud, lui, resta sur le seuil, le visage éclairé par la lumière du soir. Élise se retourna vers lui, et dans ce regard muet, il n'y eut ni victoire ni fierté, seulement la paix tranquille de ceux qui savent enfin où ils appartiennent. Et quand la voiture disparut au détour du chemin, le vent se leva de nouveau, emportant les dernières paroles d'un passé qui, cette fois, ne reviendrait plus. Le silence tomba après ces mots, profond comme un souffle contenu. L'homme resta figé, la bourse de velours glissant de sa main sur les planches du perron. Entre eux, les phrases d'Élise flottaient encore, suspendues dans la lumière du soir comme des poussières d'or. Derrière elle, la porte grinça doucement. Géraud sortit, le visage calme, les manches encore couvertes de terre. Il n'eut pas besoin de parler fort. Sa seule présence imposait le respect. Il passa près d'Élise sans qu'elle se retourne, posa une main ferme sur son épaule, puis se tourna vers l'étranger. « Elle n'a jamais été quelque chose qu'on rend, » dit-il d'une voix basse. « Alors tu ne peux pas la reprendre. » Le silence qui suivit fut dense, rempli de regrets, de vérité enfin reconnue. L'homme inclina la tête, sans colère. Il remonta lentement dans sa voiture. Les roues crissèrent, la poussière monta en volute, puis disparut au tournant du chemin. Élise resta immobile un long moment, le souffle lent, appuyé contre l'encadrement de la porte. Pas de tristesse, une paix tranquille. Elle avait choisi. Et ce choix suffisait. L'hiver arriva tôt cette année-là. La neige recouvrit les toits, les champs, les arbres du verger. Chaque flocon tombait comme une promesse chuchotée. La petite école qu'Élise avait créée, d'abord par nécessité, devint un refuge. Un lieu où la chaleur se transmettait de cœur à cœur. Les enfants grimpaient le sentier chaque matin, emmitouflés dans leurs écharpes, criant « Maman Élise ». Géraud, le silencieux Géraud, construisit des étagères pour les livres, des bancs solides pour les leçons, des petites chaises alignées sous les fenêtres. Sur chaque banc, il grava son nom à elle. Sur chaque planche, l'écriture d'Élise s'étalait, tremblante et belle. Même quand le vent hurlait dehors, la pièce brillait d'une chaleur qu'aucun feu ne pouvait égaler. Élise riait plus souvent, désormais. Un rire doux, discret. Mais la fatigue la gagnait. Ses mains tremblaient parfois lorsqu'elle traçait la craie sur l'ardoise, et ses yeux s'embuèrent un matin où un enfant lui demanda « Pourquoi tu souris toujours quand tu es fatiguée, maîtresse ?» Elle répondit simplement «
Peut-être parce que mon cœur porte la chaleur de chacun de vous. Les semaines passèrent. Un jour de marché, sous un ciel pâle strié de nuages, Élise s'effondra dans la rue. Les enfants crièrent, la foule se figea. Géraud, qui chargeait des caisses non loin, lâcha tout et courut. Il la souleva dans ses bras, le visage blême, et la ramena à la maison. Le médecin arriva de l'autre côté de la vallée, les bottes pleines de neige. Dans la chambre, le tic-tac de l'horloge rythmait la peur. Après un long silence, le verdict tomba, elle attend un enfant. Environ 11 semaines. Géraud resta immobile, incapable de parler. Élise, les yeux écarquillés, murmura, « On m'avait dit que je ne pourrais jamais. » Le médecin hocha doucement la tête. « Alors peut-être que maintenant, on te le permet. » Les semaines suivantes furent fragiles, pleines de précautions et de lumières nouvelles. Géraud planta 3 jeunes poiriers devant la maison. « Pour qu'ils fleurissent en même temps qu'elle, dit-il. » Élise lut des livres sur la maternité, fredonna des berceuses, parfois si bas qu'on aurait cru qu'elle priait. Sur le mur de l'école, les enfants collèrent des dessins, de petits cœurs, des berceaux, des fleurs sous la neige. Ce n'était pas grandiose. C'était sacré. Puis vint la nuit. Le vent se leva, violent. La pluie fouettait les vitres. Le tonnerre déchirait le ciel. Dans la chambre, Élise serrait la main de Géraud. Le médecin n'était pas encore arrivé. Le bois craquait sous la bourrasque. « Tu n'es pas seul, dit-il d'une voix calme. Je suis là. » Le cri de l'enfant naquit dans la tempête, pur et clair, tranchant la nuit comme un éclat de soleil. Une fille, la peau rosée, les yeux bruns comme l'automne dans les cheveux d'Élise. Géraud prit mère et fille contre lui, les larmes se mêlant à la sueur. « Elle te ressemble, murmura-t-il. Assez courageuse pour venir là où nous avions peur de rester. » D'une main tremblante, il ouvrit le vieux registre posé sur la table de chevet, celui où il avait jadis écrit « Élise, nom de mon sang, mais choisi tout de même. » Sous cette ligne, il ajouta « Élise, choisie pour aimer, et aimer jusqu'à donner la vie. » Clara, fille de 2 âmes qui n'avaient rien, sinon la foi. Au dehors, les poiriers fleurirent avant l'heure. Des pétales blancs flottaient sur le vent comme des bénédictions. Les années passèrent. L'école porta un nouveau nom, l'école d'Élise, pour les cœurs, non pour les héritiers. Les enfants grandissaient, et la petite Clara courait parmi eux, riant à plein poumon. Ils appelaient Élise et Géraud maman et papa, même sans bague, même sans promesse écrite. Sur la grille de l'école, une phrase fut gravée, pas du sang, mais de l'amour. Et parfois, l'amour fait naître la vie. Et là, au fond de la vallée où autrefois régnait le froid et le silence, se dressait une maison vivante, fenêtres allumées, vergers en fleurs, rires d'enfants sous le vent. Toutes les histoires d'amour ne réclament pas de mariage. Certaines n'ont besoin que d'un toit, d'un prénom murmuré, et d'une main qui ne lâche pas, même quand le monde veut vous séparer. Et dans ce coin oublié de la Loire, le cœur d'une femme dite stérile battait désormais au rythme d'une vie nouvelle, preuve qu'un sol que l'on croyait stérile peut porter la plus belle moisson, celle de l'amour qui persiste, même après l'hiver.